Alors bonjour à tous. Juste avant de commencer cette présentation, je veux déjà remercier Apollo et plus particulièrement Léo Chameau qui m'a fait confiance pour animer cette conférence et Gladys du coup pour l'organisation de cette conférence. Donc je vais vous faire une petite présentation très rapide de qui je suis. J'ai passé 10 ans à faire du développement .NET principalement et j'ai eu la chance de faire un prototype avec un client pour la SNCF et je suis tombé dans les méthodes agiles à ce moment-là. Et depuis, je suis depuis 2007 Scrum Master et Scrum Master à temps plein depuis 2018. Donc, moi je me suis orienté sur pourquoi prioriser. Alors selon moi, il y a 3 grands axes de pourquoi on priorise aujourd'hui. Le premier, c'est pour livrer de la valeur. On cherche vraiment à livrer de la valeur. Tout au long de notre priorisation, le premier objectif d'un client, c'est d'avoir un logiciel, un produit qui fonctionne et qui a de la valeur. Selon moi, le deuxième point, c'est de gérer aussi les risques. Tous les risques qui vont être associés du coup à ce produit et les gérer au mieux. Et le dernier point qui est selon, après c'est ma vision, c'est d'être prédictible, être à l'attendu de quand est-ce qu'on va sortir ce produit ou voilà, ce projet. Donc pour livrer de la valeur, j'ai mis une petite citation de Walt Disney, donc si tu peux le rêver, tu peux le faire. Voilà, donc je trouve que c'est assez parlant. Et pour livrer de la valeur, on a plein de méthodes avant la livraison du produit. Donc il y a tout un ensemble d'indicateurs. Donc la business value, la méthode Moscow, le RAID score ou WSJF, encore la matrice d'Eisenhower. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est plus une liste pour les personnes qui ne connaissent pas avoir des termes. Je crois que Gladys et Charline vont en parler un peu plus dans la conférence suivante. Il y a aussi des méthodes pour vérifier, du coup, que la valeur livrée est cohérente. Alors ça va être des méthodes plutôt qui vont être orientées sur la vérification, le feedback, donc le feedback spontané. Alors quand on fait une méthode comme Scrum, on a la review en fin de sprint, qui permet de vérifier ce point-là. Donc avoir des retours, des feedbacks des utilisateurs ou du PO. Des KPI par exemple sur le nombre de bugs remontés en production. Ça peut être un bon indicateur aussi de vérifier que l'application fonctionne correctement. Ou encore des outils qui sont un peu plus poussés comme le Net Promoter Score, voilà, qui sont de savoir vraiment quelles personnes vont promouvoir notre application. Et là on va regarder vraiment que les personnes qui vont noter à 9 ou 10 notre application. Et on va se concentrer sur tous les feedbacks qui vont être négatifs pour essayer d'améliorer ces parties-là. Une autre utilisation proposée, c'est l'EBM. C'est moins connu, c'est un guide qui est donné par Scrum.org et qui permet de mettre en place des outils pour améliorer la livraison dans des conditions d'incertitude. Donc c'est un peu des outils qui permettent de se donner un objectif stratégique, entre autres, et d'avancer par petits pas. Donc on regarde l'état actuel, on essaye d'avancer sur un objectif qui serait de tactique immédiate, un petit pas, et puis on voit comment le fonctionnement de l'équipe, les développeurs, etc. fonctionne, on prend des hypothèses différentes, et on essaye d'atteindre un nouvel objectif intermédiaire jusqu'à arriver à l'objectif stratégique. Et pour ça, du coup, l'EBM, alors je vous laisserai regarder plus en détail si ça vous intéresse, permet de regarder sur 4 valeurs, vraiment, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, donc avec la valeur réalisée directement, la valeur actuelle et la valeur non réalisée, pardon, et les capacités à innover, les délais de mise sur le marché également. Donc un ensemble de critères qui sont beaucoup plus étudiés dans le guide qui est fourni par Scrum.org. Alors la deuxième partie pour moi, c'est pour gérer le risque.
Donc j'ai mis une petite citation de Mark Zuckerberg. Dans un monde qui change très rapidement, la seule stratégie qui est vouée à l'échec est de ne pas prendre des risques. Je trouve que c'est assez parlant, à mon sens. Ne rien faire, c'est souvent ne pas prendre de risques, c'est souvent non payant. Il vaut mieux en prendre quelques-uns pour pouvoir atteindre un objectif de livraison de valeur. Donc j'ai essayé de noter un peu toutes les formes de risques qui existent dans un projet informatique ou un produit qu'on essaye de livrer. Moi j'en ai noté 3 principalement, c'est tout ce qui est aspect technique non maîtrisé au démarrage du projet. Donc ça peut être très intéressant de les mettre en avant très rapidement pour pouvoir les prendre en compte. La mise à disposition des environnements techniques aussi, donc c'est un peu lié au premier, mais c'est plus la partie mise à disposition des environnements et de pouvoir récupérer du feedback utilisateur rapidement et pouvoir montrer le produit. Et puis toutes les dépendances qui pourraient être avec d'autres projets. On a besoin d'une contribution avec un autre projet qui va nous fournir un service, essayer de sécuriser cette partie. Pour moi, la gestion du risque est vraiment importante pour ne pas se retrouver justement en difficulté juste avant la phase de déploiement. Si on ne gère pas ces risques, on peut se retrouver vraiment en difficulté au dernier moment. Et donc, pour moi, il faut au moins pouvoir les catégoriser pour pouvoir les prioriser. Donc je donne 2 grandes méthodes qui existent, que vous connaissez peut-être. Le ROM board, qui permet de catégoriser en 4 catégories les risques. Donc les risques qui sont vraiment résolus, le risque qui a été traité, il n'est plus d'actualité. Les risques qui ont été affectés à un porteur pour résolution. Les risques qui sont partagés et compris de tous, qui ont été acceptés. Et puis les risques qui sont atténués. L'équipe a un plan si le risque survient. Une autre méthode plus simple consisterait à la gestion par probabilité-gravité, qui est beaucoup plus connue. C'est simplement une méthode qui permet au moins de dire le risque est connu, on le traite uniquement s'il est très probable et très grave, et puis dans les autres cas, on voit s'il y a des moyens de l'atténuer, ou s'il est très probable, peut-être de le traiter, mais il n'est peut-être pas avec une grande gravité. Et le dernier point, selon moi, c'est être prédictive. Alors j'ai mis une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui résume beaucoup ce que je pense. C'est pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Pour moi, c'est vraiment le fondement d'un produit qu'on cherche à créer. On cherche à avoir vraiment quelque chose qui est possible, mais pas de prédire toutes les étapes de développement, par exemple. Donc pour ça, on va se baser principalement sur la gestion des risques qu'on vient de voir auparavant, pour essayer d'être prédictive. Et également, du coup, l'équipe souvent va pouvoir chiffrer en points d'effort, par exemple. Donc j'ai mis un exemple de ce que je fais actuellement sur un des projets. On est sur des phases de livraison avec plusieurs sprints avant de faire une livraison finale. Du coup, on cherche à avoir une certaine vélocité d'équipe pour atteindre un objectif de sprint immédiat, mais aussi de version. Donc voilà, on fait une vérification entre les congés présents et on a une vélocité qui est assez stable, donc on arrive à en déterminer un nombre de points qu'on peut s'engager à peu près par sprint. Ça reste de la théorie et après c'est l'équipe qui se base sur cette théorie pour s'engager. Un autre des points que j'ai découvert dernièrement, c'est un indicateur qui existe dans Jira, qui est un indicateur de rapport de version, que je trouvais plutôt fiable dernièrement. Il se base sur les 10% de backlog déjà atteint, donc déjà done, et il permet d'avoir une question de prédictibilité assez intéressante en tout cas, et il donne des dates de version optimiste et pessimiste. Donc ça permet d'avoir une plage assez, qui varie d'à peu près à un mois, mais ça permet de donner un peu un contexte quand on est sur un système de version qui peut durer quand même quelques mois. Donc après, ça dépend des contextes. Si on est sur des livraisons à chaque sprint, c'est peut-être pas forcément intéressant. Donc, en résumé, si on gère ces 3 parties, est-ce qu'on est capable de bien prioriser selon vous? Eh bien non. Moi, c'est le constat que je fais aujourd'hui. Pour être en capacité de bien prioriser, selon moi, il faut arriver à avoir la bonne vision.
Et pour ça, en fait, en agilité, il existe 6 niveaux de planification. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphe. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et on connaît souvent les couches des lits à itération jusqu'à release. Quand on est Scrum Master, PO, on gère aller jusqu'à la partie product. La partie portfolio, souvent, on la connaît moins déjà. C'est bon, peut-être des interactions entre différents produits. Ça arrive dans certains contextes, mais pas tout le temps. Et la partie stratégie, elle est beaucoup plus intéressante. C'est la stratégie de l'entreprise. Et cette couche, elle peut avoir en fait des répercussions sur toutes les autres couches. Et donc, elle peut avoir des répercussions assez graves aussi en termes de conséquences, parce qu'elle va redescendre sur toutes les couches inférieures. Dans mon contexte, du coup, je vais revenir sur un retour d'expérience actuel. J'ai une stratégie d'entreprise de décommissionnement d'un gros fournisseur d'API. C'est le socle de toutes les autres API, de tous les autres projets de mon contexte. Et du coup, du décommissionnement du front aussi, sur une temporalité de 2 ans, qui a été décidée en termes de stratégie d'entreprise. La stratégie elle est mise en place pour répondre à plusieurs problématiques. Alors, la technologie vieillissante, difficulté de recrutement du coup sur la technologie et les coûts associés, et le coût de maintenance de la plateforme. Dans ce contexte, il y a eu plusieurs conséquences du coup. La première, c'est qu'il y a eu une grande latence. L'entreprise n'a pas pris en compte, 2 ans c'est loin, ça paraît très loin. La première année, il ne s'est rien passé. Strictement rien passé, on a commencé à en entendre parler. Voilà, il faudra décommissionner. Okay. En conséquence, aucune présence dans toutes les roadmaps des différents projets. Du coup, ça a créé forcément une urgence. N'ayant pas avancé durant toute l'année 2024, la stratégie commence avec une année de retard et il faut commencer à prendre le sujet très rapidement. Donc, en découle une désorganisation. Le projet devenant la priorité, on désorganise les projets actuels pour pouvoir mettre ce sujet en priorité de toutes les roadmaps. Et une vision qui reste floue malgré tout. On ne sait pas réellement ce qu'il faut produire sur ces différents éléments. Donc voilà, je vais quand même revenir sur les différentes tentatives que l'entreprise a essayé de mettre à l'heure actuelle. Donc il y a eu une affectation de la stratégie à un manager donné début 2024. Plusieurs sprints, une dizaine qui ont été réalisés, donc des sprints de 3 semaines, donc quand même 30 semaines de réalisation, mais dans une équipe qui ne maîtrisait pas la technologie front. Donc au final, reprise du sujet par notre manager actuel avec nos équipes front, création d'un premier projet pour gérer toute la partie administration et détection d'un minimum vital pour pouvoir au moins décommissionner le principal des fonctionnalités et pouvoir arriver à cette stratégie. Alors, pour moi, je vois beaucoup de risques pour l'avenir, parce que du coup, comme ça a perturbé toutes les roadmaps, tout est remis en cause. On a des versions qui sont sur 3-4 mois. Toutes les roadmaps, même celles qui vont arriver pour donc, la prochaine et pour mars, elles sont remises en cause potentiellement avec des impacts sur ce qu'on avait prévu. Une gestion du quotidien qui devient plus compliquée. Il va falloir jongler entre les sujets qu'on avait et cette priorité stratégique. Il faut quand même fournir certains sujets aux utilisateurs parce qu'on s'était engagé à le faire. Et une perte de confiance, à mon sens, des équipes dans leur capacité à produire. On n'arrive plus trop à mesurer réellement la vélocité de l'équipe, vu qu'il y a cet élément perturbateur. Et après, j'ai mis une hypothèse, peut-être qu'il y aurait une démotivation de l'équipe, des départs potentiels, en fonction de ce qui peut se produire pour la suite. Donc, pour rester dans ce cadre un peu plus agile, on a posé beaucoup de questions au management, on a essayé d'avancer ensemble, et on a émis plusieurs hypothèses. Et la première, la plus intéressante qu'on pense pour rester dans un cadre agile, c'est de faire redescendre la stratégie de l'entreprise au niveau des projets. L'objectif étant que le backlog reste le backlog de l'équipe et que ça soit plutôt un système un peu comme du SAFe, avec des épiques qui seraient partagées entre les différents projets, s'il y a des épiques communes, et des épiques qui tombent dans les backlogs des équipes pour être traités comme un sujet comme un autre.
Donc ça, c'est le premier point qu'on essaye d'adresser aujourd'hui, pour que les équipes ne se sentent pas désorganisées, justement, et qu'on puisse continuer à travailler comme au quotidien. Et du coup, voilà, c'est le deuxième point, c'est que Scrum Master et PO ont réfléchi à des solutions de synchronisation pour que justement on soit dans un cadre qui permet de quand même piloter l'ensemble de la stratégie aux différents projets. Donc ce qu'il faut retenir, selon moi, de ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 raisons pour moi de priorité. Livrer de la valeur, limiter le risque et être prédictible. Il existe de nombreuses méthodes de calcul pour vérifier la valeur qu'on livre, que ce soit avant ou après. Et être prédictible ne veut pas dire gérer, mais rendre possible l'avenir. Vraiment vérifier qu'on est capable de le faire, mais pas dans le moindre détail. Et toujours garder du coup une notion de recul pour avoir cette vision sur la stratégie qui peut remettre en cause tout ce qu'on s'est dit auparavant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est pour le côté prédiction, quand vous dites ça fait un peu quand j'ai vu le diagramme, ça me fait penser plutôt au diagramme de Pareto. Est-ce qu'on a besoin d'un calcul très compliqué pour prédire les projets parce que je suis bien de l'industrie et ça me fait trop penser à ça. Alors, je n'ai pas trop compris. Du coup, pour prédire les projets. Vous avez un diagramme de prédiction où vous disiez vous avez un chiffre de 90 ou 90/10%. Où la production il faut l'écouter, mais ça fait penser plutôt à un diagramme de Pareto, donc ça revient pareil. À la prédiction par rapport à la version, c'est ça? Oui, après on est sur des méthodes d'indicateurs qui sont fournies automatiquement aussi dans Jira, par exemple. C'est juste des aides en fait pour savoir qu'on est à peu près prédictible. Tout le travail, c'est aussi le chiffrage en point d'effort, etc., qui est fait avec les équipes. Et donc, c'est pas forcément fiable sur les premiers sprints également. Donc, si on gère les risques, on est plus prédictible. Tout va ensemble, à mon sens. C'est la livraison, voilà, c'est une chaîne. C'est vérifier qu'on livre bien de la valeur, gérer les risques et être prédictible grâce à cette gestion de la valeur et des risques. Ouais. Bonjour, ça. Moi j'avais une question, je ne suis pas forcément dans le domaine, mais j'accompagnais des consultants justement qui étaient Scrum Master, développeurs, etc. Et je trouve que c'est intéressant de faire parvenir cette notion de vision à tous les niveaux des étapes d'agilité. Justement, j'ai rencontré ces problématiques-là. J'avais des développeurs qui rencontraient beaucoup de problèmes dans leur travail parce que le product owner n'avait pas fait passer le bon message concernant la vision du projet ou des décideurs qui étaient au-dessus. Donc, je m'étais toujours posé, ça créait forcément des problèmes dans la mission du développeur. Et derrière, voilà, la personne voulait partir, etc. Et moi, j'avais pas forcément la main pour pouvoir améliorer les choses. Donc, pour le futur, on peut encourager les développeurs à faire passer ce genre de message à des niveaux plus supérieurs. Est-ce que déjà un développeur, il peut faire passer ce genre de message? Alors pour moi, oui. Un développeur, c'est pas quelqu'un qui va faire juste des lignes de code, justement. Il a tout intérêt à s'intéresser au métier et il doit discuter avec son product owner pour avoir la vision. Ça fait partie justement du challenge, par exemple, des user stories. Tant qu'on n'a pas compris pourquoi on fait les choses, il faut questionner et demander vraiment la valeur qu'on apporte. Donc ça fait partie des indicateurs à mettre en place peut-être aussi avec une business value, ce genre de choses, de pourquoi on fait le sujet et qu'est-ce que ça va apporter vraiment au client. D'accord. Et là, pour toutes les préconisations que vous avez montrées, ça s'applique plutôt pour un Scrum Master ou un Product Owner ou pour tout le monde? Pour moi, ça s'applique plus à un Scrum Master, mais le Product Owner a un grand rôle clé. Le Scrum Master, il va être juste là dans l'animation pour vérifier, justement, c'est juste des outils pour lui.
mais c'est plus le product owner qui va être acteur. Ok, merci. Bonsoir. Je voudrais savoir par rapport à Graph Jira que vous avez affiché, est-ce que ça c'est seulement au niveau des US ou bien on peut utiliser le même graphe au niveau capability feature? Parce que moi aujourd'hui par exemple je travaille au niveau des initiatives et je voudrais savoir si l'outil on peut l'appliquer sur plusieurs niveaux. Et autre chose, c'est à quel niveau de maturité de backlog on peut utiliser Oui, ça s'utilise sur tous les types de tickets. Donc après, il suffit de faire le filtre qui va bien et d'avoir les story points associés. Donc ça, c'est possible que ce soit au niveau Epic ou US. Tout est possible, on peut mélanger les différents types de tickets enfin, en faisant un filtre particulier, en faisant un Kanban particulier. Et c'est fiable à partir qu'on ait 10% du backlog en done sur la version. C'est-à-dire que sur une version où on aurait, je sais pas, 200 points d'effort à fournir, il va être fiable à partir du moment où on en a fini 20. Et il va donner une projection qu'à partir de ce moment-là. Voilà, et il va re-challenger en fait sa projection au fur et à mesure des sprints. Donc c'est ce côté-là qui est aussi intéressant, de suivre comment la projection évolue. Ça nécessite par contre d'avoir l'intégralité de son majeur chiffré. Exactement, exactement. C'est la contrainte. Par contre, il prédit aussi, il nous vérifie quels éléments ne sont pas chiffrés. Donc on a une courbe rouge qui apparaît et ça permet de se mettre un risque aussi par rapport à ceux qu'on n'aurait pas chiffrés. Très bonne remarque. C'est juste pour plaisir des yeux. Est-ce que c'est possible de revenir sur la slide d'avant? Merci. Être prédictible. J'aime beaucoup ça. Merci. Je voulais le revoir. Merci beaucoup pour ça.